quand je suis rentré en France, je me suis dit, OK, ce que j'ai vécu en Indonésie, c'était extraordinaire. Je m'étais dit, j'ai 2 mois et demi pour mourir. J'ai 2 mois et demi pour mourir. C'était la première fois que je partais aussi loin, euh, seul, et dans un pays, une culture aussi différente. Donc je me dis, écoute, Najib, tu as 2 mois et demi pour mourir. Donc si tu sais que tu vas mourir dans 2 mois et demi, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc la première chose que j'ai faite, c'est dire oui à tout. Donc quand on nous disait, ouais, dimanche, Sunday, at 5 of the morning, wake up and come pour le rendez-vous à tel endroit, mais pour faire quoi? Juste viens. Bah ok, vu que je vais mourir dans 2 mois et demi, il n'y a pas de raison que je vienne pas, tu vois. On ne sait pas quelle rencontre, qu'est-ce qui va se passer. Et ça a été vraiment bouleversant. À un point où les Indonésiens... T'es déjà parti en Indonésie? Non, pas encore. Ils sont extraordinaires. Ils ressemblent aux Marocains, mais avec encore plus de douceur, d'ouverture et de folie, je dirais. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est très bien vendu, hein. Bah, ouais, c'est vraiment ce que j'ai vécu. À un point où tu peux te retrouver à chanter, danser avec des inconnus, Ah ouais. juste parce que t'es nouvelle. On te dit, allez, viens. On te passe le micro. Tu te retrouves vraiment chaque journée. Elle se passait, je me réveillais chaque jour et je me disais, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais vraiment, genre, je sais que dans la journée, il va y avoir un truc. Et quand tu as vécu pendant 2 mois et demi comme ça, tu te rends compte à quel point tout est possible. Et donc, ils m'ont tellement chauffé que je pars en Malaisie et je me dis, voilà, je vais marcher de l'aéroport à Kuala Lumpur à pied. Et on va voir ce qui va se passer. C'était ce niveau, en réalité, de confiance en quelque chose de plus grand que soi. C'était ce niveau de, tu sais quoi, peu importe, t'es protégé. Ouais, Donc, avance, fais, ose, ouais. écoute. Et, ah, c'est quoi? Jésus, il disait quoi? Lève-toi et marche, tu vois. C'était ce niveau de, tu vois, de simplicité. Ouais. Lève-toi et marche. Ouais. Et tu vas voir. Et quand je rentre en France, genre, bon, j'ai attendu 1 an quand même. Je me dis, mais non, il faut que je continue de Tu as rencontrer les gens. attendu un an en France. J'ai attendu 1 an pour rendre mon mémoire parce que j'étais là-bas dans le cadre d'un stage. Donc, au bout d'1 an, j'envoie un message à mes profs. Je leur dis, 2 semaines avant de rendre le mémoire, je leur dis, en fait, si je veux être vraiment sincère et honnête avec moi, je peux pas rendre ce mémoire parce qu'il sera pas qualitatif. Mon cœur, il n'est pas dans ce mémoire. Mais par contre, je voulais vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier. J'ai écrit ça par mail parce que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans ma vie Ah ouais. et je veux pas enseigner. Donc c'est pour ça que je rendrai pas mon mémoire. Et j'appréhendais la réponse du professeur. Et au final, il a eu une réponse, mais d'une bienveillance. Ouais. Tu sais, c'était pas en mode ouais, vous nous avez fait perdre notre temps, vous auriez dû nous le dire dès le début. Il nous dit ben, franchement, vous connaissant, nous trouvons que cette réponse est à votre image. Elle est tout à fait cohérente et on vous souhaite le meilleur dans ce que vous entreprendrez. La porte, elle est ouverte. Le jour où vous sentirez que c'est le moment peut-être de reprendre ce que vous avez mis de côté, Ah ouais. bienvenue à vous. Donc, tous ces éléments qui permettent de construire les bases de ce moment de partage qu'on va avoir. Donc, tu vas voir que dans ces 45 minutes qu'on va passer ensemble, je vais te poser des questions de manière très intuitive et ça invite des réponses totalement intuitives. D'accord. Théoriquement, à aucun moment on va rentrer dans du factuel. Là, exceptionnellement, ben, c'était des éléments relatifs au parcours qui faisaient que, pour te donner certains éléments pour comprendre comment on en est arrivé là. Ouais. Mais théoriquement, il n'y a pas de questions d'ordre factuel. Ouais, j'entends. Donc si tu entends, alors commençons directement. Sahar, est-ce que tu peux me dire déjà dans un premier temps peut-être comment ce partage il a résonné en toi? Celui qu'on vient d'avoir, Oui. j'ai trouvé beaucoup d'éléments communs. En fait, on m'avait déjà fait la remarque. C'est comme ça que je t'ai trouvé d'ailleurs. D'accord. On m'avait dit, ah, tu me fais penser à Youma Najib. J'ai dit, ok. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu beaucoup de résonance, comme ça, dans ton
dans ta posture. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est très ambitieux, mais dans ta posture intérieure, je ne sais pas, il y a un truc qui résonne. Et maintenant que tu me parles, ouais, je me rends compte de plein de trucs. J'ai commencé aussi par l'enseignement, par exemple. D'accord. Je n'ai pas poursuivi. D'accord. Tu vois, ouais. Donc, résonance, je dirais. Ok. L'enseignement, très bien. T'as appris quoi des moments où tu as renoncé? Ça a précisé mon chemin. Au fait, aujourd'hui, je me rends compte que il n'y a pas d'objectif, il y a des orientations. Ce pas des finalités, c'est des orientations et des stations. Et avant, je m'en voulais beaucoup de ne pas atteindre mes objectifs. Et en fait, je réalise que non, j'ai accompli ce que j'avais besoin d'accomplir dans cette phase-là. Et ça m'oriente. Et je chemine, voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ce cheminement? Dans ce cheminement, de perdre la foi. C'est ma sécurité. En quoi est-ce que la foi est une sécurité pour toi? Parce qu'elle prend racine dans ce qui est éternel, dans ce qui n'a ni début ni fin. C'est impérissable, c'est profondément là. Ça veut dire quoi? C'est profondément là? C'est profondément où? Justement, c'est partout. En soi. Alors, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une personne qui, on s'aime beaucoup et on a des visions différentes. Et pour elle, la sécurité passe à travers l'argent. Donc, c'est une personne qui a besoin d'être très... voilà, elle a besoin d'atteindre ses objectifs de réussite professionnelle et d'avoir un certain montant pour se sentir enfin apaisée. Et puis, je lui dis, mais moi, si je devais poursuivre, en fait, d'avoir un certain montant sur mon compte pour me sentir en sécurité, mais j'aurais peur, en fait. En fait, ça me fait flipper. J'aimerais pas me raccrocher à l'argent. Parce que déjà, c'est extérieur à moi. Puis, c'est variable. Je préfère me dire, peu importe ce que j'ai, je vais toujours pouvoir en faire ce que j'ai besoin de faire. En fait, j'ai toujours dit, j'ai ce dont j'ai besoin. Après, il y a une cachette. Hein. Il y a un côté fuite un peu. Tu vois, un côté, j'ose pas grandir, j'ose pas me mettre en réussite. Il y a un petit côté fuite avant. Aujourd'hui, ça va, je l'observe et je me rends compte que c'est OK. Qu'en fait, il n'y a pas de... L'argent ne te conditionne pas, c'est ce que toi, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, du coup, c'est ce que toi, des réseaux plutôt. C'est toi l'information que tu mets dessus, la fonction que tu lui donnes. Et donc cette personne donnait à l'argent une fonction de garde-fou pour sa vie, de sécurité. Et moi, à l'inverse, c'est plutôt quelque chose de non tangible, pas matériel, qu'on ne peut pas, entre guillemets, contrôler. Et c'est la présence de la présence dans ma vie, c'est ce lien à Dieu, et en ce sens, la foi. Puisque pour moi, la source donne, pas moi qui vais chercher. Moi, je fais moi, je me mets dans une condition humaine pour créer des contextes d'expériences terrestres, mais le résultat, c'est pas moi. Moi, je m'oriente pour vivre le processus. Et là, je suis en train de m'asseoir dans ça. Après, voilà, on verra. Peut-être que je vais penser à autre chose demain, je sais pas. Mais pour le moment, je suis là-dedans. Quelle est l'expérience la plus douloureuse qu'on puisse vivre en tant qu'humain? Je pense le fait de ne pas avoir de sens dans sa vie. Je crois. Quand on perd le sens de sa vie, quand on ne sait pas pourquoi on est là. Mais à ta question, je répondrai selon mon point de vue, parce que je n'ai pas envie de parler pour tous les êtres humains. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tous, en fait. Mais moi, c'est ce qui me vient, et donc je dirais plutôt pour moi, la plus douloureuse, pour moi en tant qu'être humain,
c'est de perdre le sens de ma vie. Et puis pour les autres, ça dépendra peut-être des profils. Qu'est-ce qui se passe quand notre vie n'a pas de sens? Un sentiment de désorientation, de ne pas avoir de boussole, d'être perdu, de ne pas savoir où aller, étant donné qu'on est dépendant au temps et que le temps passe. Et peut-être qu'on ne sait pas... Parce que avoir du sens dans sa vie, ce n'est pas forcément définir et structurer les choses. Je crois qu'on peut être dans le flow et que ce flow, même cette non-définition, soit un sens en soi. Mais est-ce que moi, je sens qu'il y a du sens, peu importe ce que c'est? Est-ce que je sens qu'il y a du sens dans ma vie? Est-ce que quand les choses ne se passent pas comme je veux, ou quand j'ai l'impression de ne pas maîtriser, est-ce que ça fait sens ou pas de vivre ça? Si ça fait sens de vivre ce sentiment de pas très stable parfois, de manque de référence, manque de repères, si je lui donne du sens, je peux me sentir heureuse. Si j'arrive pas à lui donner du sens, ça me rendrait malheureuse. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris te concernant? Plein de choses. Mais tout. Moi, j'observe. Je constate. J'essaye de comprendre. Quand je vois que ça fonctionne, j'en profite. Et puis, j'en profite aussi pour pouvoir... Regarde, j'ai l'image de comme s'il y avait plein de zones, tu vois, plein de sphères, plein de zones plutôt, et que la zone qui est fonctionnelle, elle va diffuser cette énergie fonctionnelle et créatrice et génératrice dans les zones qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Donc, quand je me sens alignée et cohérente et tout ça... j'en profite, je crée un maximum, je sors un maximum, parce que j'ai une tendance à l'introversion. J'exerce un maximum. Et comme ça, les moments où je suis plutôt dans quelque chose de moins fonctionnel pour moi, moins aligné, je trouve un terrain quand même qui a été travaillé et je peux quand même profiter de ce que j'ai pu créer pour moi dans ma vie à des moments où je suis un peu moins active. Alors, ces sphères, tu les vois, tu les sens? Ouais. Les deux, donc? Tu veux que j'explique, j'illustre peut-être? Ouais, pourquoi pas. Par exemple, si je suis frustrée pour une raison personnelle, ce que j'avais avant tendance à faire, c'est que ça allait impacter toute ma vie. Aujourd'hui, si je suis frustrée pour une raison personnelle, je vais aller voir là où je me sens en paix avec moi, dans le sport, dans le travail, et je vais m'investir beaucoup. Et donc, je vais utiliser cette dopamine-là, tu vois, pour m'expérimenter moi-même différemment au niveau personnel. Et c'est comme ça que j'apprends à, peut-être sans transition, mais à connecter avec le divin. Et du coup, ça veut dire que quand mes frustrations, en fait, c'est de la transmutation. C'est alchimiser un peu. C'est utiliser l'ombre pour la lumière. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a pas d'adversité en soi. Il n'y a pas de... Ça marche pas en vrai. C'est l'un participe à l'autre et c'est comment est-ce qu'on s'expérimente soi-même qui va faire qu'on va sentir plus ou moins d'alignement, peu importe les circonstances et les résultats. Je m'explique? Ça va donner lieu à d'autres questions. Ouais. Quand tu parles il n'y a pas d'adversité avec soi-même, ouais. Ça veut dire quoi? Par exemple, on peut ne pas s'en vouloir parce qu'on ne fait pas les choses comme on voudrait. On peut sentir qu'on n'est pas à la hauteur d'eux. On peut sentir qu'on a du retard par rapport à certaines choses, qu'on ne fait pas les choses comme... voilà. Tu vois, un peu ces injonctions qu'on peut se mettre. Après, Najib, moi je te parle, mais j'ai une autre voix en parallèle dans ma tête qui m'explique. Ouais, en fait, il y a deux choses. Je parle de moi parce que j'observe en moi certaines caractéristiques, un certain profil, et très probablement que d'autres personnes
ne vivraient pas, en fait, ces choses-là, parce que on n'a pas tous le même fonctionnement. Donc, c'est pas une vérité pour les êtres humains. Mais de toute façon, Voilà, je parle vraiment de moi. elles sont pas toutes là, ces personnes. Ouais, Aujourd'hui, ouais. on parle avec Ouais, ouais. Sahar. Ouais. Donc, justement, l'idée, que ce soit à travers cette conversation ou toutes les autres, c'est permettre à tout un chacun de se reconnaître Voilà, à travers les c'est mots ça, d'une c'est ça. personne. C'est pas une vérité Non. générale, on a Ouais. bien conscience, mais c'est une réalité parmi tant d'autres. Et c'est cette réalité qui, apparemment, est la tienne. Du coup, je te laisse poursuivre, parce que du coup, tu as interrompu par rapport à la voix que tu entendais. Ouais, c'est ça. Du coup, l'idée principale, c'est de dire qu'aujourd'hui, je suis plus contre moi, parce que j'avais tendance à me juger beaucoup, à m'en vouloir de ne pas être à la hauteur de certaines choses, à m'en vouloir de ne pas respecter certains codes. Et en fait, non. C'est simplement que là où je ne suis pas très contente de moi, je regarde ce que c'est venu me dire, en fait. Et forcément, ça, quand j'observe ce que c'est venu me dire, ça participe à ma réalisation. Ça veut dire quoi, se réaliser ? Se réaliser, ça veut dire, pour moi, expérimenter la cohérence. D'être en cohérence. Comment parvenir à atteindre cette... Cohérence ? En observant, justement, j'appelle ça dans ma méthode la version masquée. En observant ces versions masquées. Tu peux avoir une situation donnée dans laquelle tu vas avoir un comportement qui sera en incohérence avec tes valeurs ou ce qui est important pour toi et qui pourtant répondra à un besoin, en fait. Donc, l'idée, c'est de regarder chez moi à quel besoin j'ai voulu répondre en ayant ce comportement-là qui n'est pas forcément cohérent. Par exemple, on est en réunion et puis j'ai un avis sur la question et je ne le donne pas parce qu'il est contraire à ce qui est en train de se dire. Donc, je me tais. Je suis incohérente avec moi-même parce que je suis en train d'accepter quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et mes valeurs, pourtant, c'est la communication. Et là, je ne parle pas. Donc, je suis incohérente. Alors, mon besoin, c'est quand même de pouvoir être acceptée par les autres, qu'il n'y ait pas de conflit. Je peux avoir un comportement cohérent en respectant ce besoin-là et en respectant mes valeurs. Et ce sera par exemple de choisir de dire les choses avec assertivité. Du coup, je ne serai pas dans le conflit et pourtant j'aurais quand même dit ce que j'avais à dire. Hop, je suis cohérente. Et c'est un jeu comme ça dans ma tête qui se fait tout le temps. C'est de la métacognition, c'est comme ça. Ouais. Comment est-ce qu'on parle avec le divin ? Comme on veut. Avec les mots, si on a besoin de verbaliser les choses. Avec... en ressentant les choses, si on a besoin que le divin écoute mon cœur, et que justement parce que c'est le divin, il sait ce qu'il y a, même si je ne le dis pas, je peux communiquer avec le divin en ayant... en faisant certaines choses, en choisissant certaines actions, en faisant certaines choses. En fait, on communique avec le divin comme on est, soi, selon ce qui nous caractérise. Quelle est la plus petite action que tu as commencé à faire qui a provoqué de grands changements dans ta vie ? Il y a eu tellement de changements. Alors, la plus petite action. Une première qui te passe par la tête. Hein. Adulte, enfant. Première période. Arrêtez de me mentir. Magnifique.
parce que j'idéalise beaucoup. Et donc, il se pourrait que parfois, l'idéalisation, elle me pousse à distorsionner la réalité. Et donc, je définis une réalité sur base d'un mensonge. J'ai arrêté de le faire. Mais comment faire la différence entre l'idéalisation et la réalité telle qu'elle est? En arrêtant de fuir ou de se fuir. Parce que l'intuition, elle est là, elle est là. Dans le fond, quand on idéalise, on sait qu'il y a un sous-sol qui n'est pas solide. Mais il y a une différence entre idéaliser et créer sa réalité. Hein. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? La différence, c'est que idéaliser, tu es tout seul dans ta tête. Et créer sa réalité, d'abord, tu es tout seul dans ta tête. Ouais. Et après, tu peux le partager, l'exprimer. Et il y a de l'interaction avec l'extérieur. Est-ce que tu pourrais donner un exemple oui. Dans la vie de tous Par les jours? exemple, je m'entends très bien avec une personne et je pense qu'on peut vraiment faire un projet ensemble. Mais je ne le dis jamais. Et juste, je me comporte d'une manière où je vais faire en sorte à ce que la personne le voit, le comprend, machin. Et en fait, je ne le dis pas. Ça, c'est idéalisé. Et du coup, je peux être même déçue des réponses de la personne, alors que la personne n'est même pas au courant. C'est ça, idéaliser. Et créer sa réalité, c'est de dire, OK, moi, dans mon idéal, j'aimerais ça. Okay. Donc, je vais l'exposer. Mais attention, je dois être prêt ou prête à recevoir autre chose que ce que moi, j'attends. Et dès que je suis prête à ça, je peux créer. Parce que quand j'exprime, par exemple, le souhait de quelque chose, reprenons l'exemple de la personne avec qui je veux créer un projet, par exemple. Soit la personne est super partante et du coup, je crée la réalité. Soit elle ne l'est pas et ça me permet, moi, d'envisager une autre réalité. C'est pas je me referme et je ne suis pas contente et machin. Non, le chemin bifurque, il m'emmène où, du coup? Et je vais ailleurs. Alors, on va revenir juste après sur créer sa réalité. Mais ce que tu as dit, ça m'a évoqué... Un jour, j'ai eu un homme en consultation qui m'a dit, c'est technique ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, aujourd'hui, je dis l'inverse de ce que je pense dans l'attente d'un comportement et je me retrouve à provoquer le résultat opposé à ce que j'attendais. Je dis l'inverse de ce que je pense, dans l'attente que l'autre personne se comporte d'une certaine manière, et j'obtiens pour résultat l'inverse, l'opposé de ce que je voulais. Exemple, tu vois, par exemple, un conjoint qui souhaite que tu sois présent pour lui ou pour elle, et au lieu de t'exprimer clairement « j'ai besoin de toi », elle va te reprocher de ne pas être là, tu vois. Quelque chose comme ça, qui va provoquer du coup une dispute, alors que lui, ce qu'il recherchait comme résultat, c'est que la personne soit là pour lui. Ouais. Et d'où le besoin de cohérence. Ouais. Dans le discours, dans les pensées, dans les émotions. Ouais. Comment est-ce qu'on fait de l'ordre entre son cœur, sa tête et sa langue? Moi, je pense que dès qu'on met l'intention, déjà, de mettre de l'ordre entre son cœur, sa tête et sa langue, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et donc, on peut commencer à observer, à s'observer. Vraiment oser d'avoir un esprit critique sur soi. Et oser remettre en question. Et observer, est-ce que ce que je suis en train de faire répond vraiment à ce que je pense? Est-ce que ce que je suis en train de dire est réellement ce que je suis en train de faire? Et parfois, on ne veut pas le voir, parce que si c'est non, flemme, quoi. Il faut tout démonter dans sa tête. Ou dans sa vie. Mais c'est OK. Parce que parfois, déconstruire amène à quelque chose de bien plus approprié pour soi et au service de sa cohérence, d'ailleurs.
Alors, pour répondre encore plus précisément, c'est vraiment d'être OK avec la peur de devoir se remettre en question, de changer ce qu'on avait prévu. Que c'est OK. Parce que notre rationalité est limitante. On n'est pas au courant de tout le panorama, donc c'est OK. Notre rationalité est limitante. Ouais. Dans notre esprit humain, on a une capacité à comprendre et à voir des choses, mais on ne sera jamais dans la compréhension optimale de tout. On n'observe qu'un petit morceau du tableau. Et souvent, on va poser des injonctions, on va faire des conclusions, on va prendre des décisions sur base de ce qu'on voit rationnellement, de ce que je peux comprendre. Alors que moi, ce que je peux comprendre, c'est ce à quoi j'ai accès avec les informations que j'ai. Et je n'ai pas toute l'information. Comme si je ne laissais pas la place à autre chose que ce à quoi j'ai accès. Et je n'ai pas accès à tout. Il y a toujours une option, en fait. Il y a toujours des options que je ne connais pas. Comment avoir accès à son cœur ? Pareil, moi, point de départ, intention. Franchement, Najib, moi, personnellement, je demande tout à Dieu. Je lui dis, je veux avoir accès à moi, je veux avoir accès à mon cœur. Et puis, du coup, il me met mon subconscient, probablement, à mon service pour pouvoir avoir des pensées ou des actions, ou me poser d'une certaine manière, ou voir certaines choses qui vont me faire des déclics. Et par exemple, me montrer que peut-être que là, je suis trop dans le mental. Et stagner dans son mental, ça nous empêche d'être en contact avec son cœur. S'il y avait 3 questions à se poser dans son existence, ce serait quoi ? Pire que moi. Ah bon ? Ok, 3 questions à se poser dans son existence. D'accord. Moi, la première, c'est pourquoi je vis. La deuxième, ce serait comment je veux finir ma vie. Et la troisième, ce serait montre-moi de cette situation ce que je ne vois pas et qui me rendra heureuse et satisfaite. Okay. C'est des drives. Pourquoi est-ce que tu vis ? Pour servir. Aujourd'hui, c'est ma réponse. Servir quoi ? Alors, je ne comprends pas tout, mais je sais qu'il y a des choses que je fais spontanément. Et j'observe qu'elles convergent toutes vers le service. À ce qui est plus grand que moi. Et donc, c'est pour ça que je dis pour servir. J'ai pas une vie qui est structurée ou qui est organisée comme de manière. Enfin, j'ai pas une vie classique. Mon mode de vie est complètement dans le flow et en fonction de ce qui peut se passer, ce qui vient, ce que je comprends, ce que je développe. Donc, je fonctionne pas comme tous les gens de ma famille, comme mes amis, comme. Donc, il faut bien qu'il y ait du sens à ça, en fait. Mon sens ne peut pas être parce que je ne réponds pas à des critères sociaux, ça peut pas être ça. Donc, je me dis, c'est plus loin. Donc, peut-être que mon passage ici a une fonction pour moi-même, pour ma propre âme et pour les autres. Et donc, à travers ces fonctions-là, c'est un service in fine au divin. Je réfléchis beaucoup, en fait, à l'évolution de mon âme.
Et je me dis, en fait, tout ce que je vis, c'est juste des espaces d'exercice ou d'entraînement pour mon âme. Si ton âme était une pizza, Ouais. elle serait quoi? Tu sais ce que ce serait? Ce serait la pizza, tu sais, celle qu'on peut composer soi-même, où tu mets tous les goûts dedans. Ok. Et tu mettrais quoi, du coup? Alors, truffe, obligé. Faut qu'il y ait des champignons. D'accord. Et les légumes aussi. Légumes. D'accord. En fait, il y aurait toutes les saveurs de la carte sur une même pizza. Mais elles ne seraient pas mélangées, hein, bien distinctes. Hein. Ouais. Ah ouais, chaque part avec son truc, ça ne se mélange pas. Énorme. Combien de parts? Premier chiffre qui te vient en tête. 12. 12. Ok. Incroyable. Quelle est la dernière part que tu mangerais? La meilleure. Oh, ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que le meilleur pour la fin, mais il faut que Ouais. le meilleur, ce soit déjà maintenant. Alors, Tu vois ça, ça me permet de me comprendre. bah, merci aux pizzas. Je ne mangerai pas les pizzas de la même manière. Elle serait à quoi la meilleure, du coup? La meilleure des parts de pizza? Truffe, champignons, ouais. Ce serait elle. Ouais, truc autre. Je crois que c'est parce que tu as parlé d'alimenter, de nourrir, quand on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Et aussi, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une ambiance de pizza. C'est une question qui revient de manière récurrente. J'étais surpris, je crois, la première fois où j'ai posé la question, c'était ici, Ouais. avec, je crois, avec Samy. Et j'étais surpris de sa réponse. Et je me rends compte à quel point on apprend énormément aux gens, sur les gens, à travers leur choix de pizza. Là, tu es la première à parler de pizza composée. Ça a été quoi c'est quoi, selon toi, ton plus beau défaut? Mon plus beau défaut. Ouais. Celui que tu as appris à apprécier, à aimer, à composer avec. Mon complexe physique. Je suis en train de... Mhm. C'est vraiment en cours. D'accord. C'est quelque chose que tu as toujours eu? Non. Là, c'est le moment où tu dis, c'est venu comment? Moi, je parle et j'ai pas envie. Tu veux pas qu'on aborde ce sujet? Si tu souhaites qu'on n'aborde pas ce sujet, on l'aborde pas, d'accord. Si tu préfères qu'on l'aborde En pas, fait, c'est en cours, tu vois. D'accord. Donc, j'ai encore du mal. Mais on va dire que c'est un complexe qui, au début, ne l'était pas. Et après, l'est devenu. Moi, en grandissant en tant que femme. Après, je me suis rendu compte, c'est devenu mon plus beau défaut parce que tel que c'est, ça définit quand même ma féminité et je trouve ça génial. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par définir sa féminité? Ouais. Définir sa féminité. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu es une femme, si tu n'es pas très bien renseignée sur toi, si tu n'as pas une éducation où on t'explique qu'une femme, c'est pas juste ce qu'on attend d'elle, et puis si tu te laisses aller un peu avec tout ce qui se dit, tu sais, dans les médias et tout, et puis aussi avec ce point un peu de ce qu'est une femme pour un homme, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste être une femme, c'est qu'est-ce qu'une femme pour un homme, c'est pas pareil. En tant que femme, on l'entend beaucoup. Par exemple, dans l'éducation, un peu chez nous, voilà, est-ce que finalement, est-ce qu'un homme va accepter une femme comme ça? Non, allez, tu dois faire, tu vois. Faut que tu sois pour être mariée et mariable, etc. Tu vois, un peu tout. Et donc, moi, dans ma croyance, et ce que j'ai intégré comme information, c'est aussi au niveau physique, tu vois. Et donc, moi, je définissais la femme qui doit avoir des critères physiques bien précis, des rondeurs, etc., etc. Et donc, pour moi, s'il n'y avait pas ça, t'es pas une femme, quoi. T'es pas une femme. Et aujourd'hui, je me rends compte que, bien sûr que c'est faux. Parce qu'on n'est pas un physique. Le physique accompagne et on aime
être beau, on aime les beaux physiques, mais finalement, même la beauté, elle se transforme quand le cœur accompagne une personne, peu importe comme elle est, tu peux la trouver vraiment belle, vraiment charmante, qu'elle remplisse des critères physiques, sociaux ou pas, en fait. Et en fait, ce complexe-là m'a appris justement à avoir une relation avec moi beaucoup plus douce, où je me rends compte, en fait, de ce que je suis, etc. Donc, ça établit la relation à soi que d'être en paix avec ses complexes. C'est quoi une femme? Une femme... Moi, ce qui me vient, c'est un être qui va créer l'équilibre avec, de l'autre côté, l'homme. Une femme, c'est une force. Avant, pour moi, la force, c'était l'homme, était représentée par l'homme. Et la femme représentait la faiblesse. Parce qu'elle avait toujours besoin d'être protégée par un homme, qu'elle avait toujours besoin d'un homme pour l'aider, qu'elle pouvait... quand j'ai compris que, en fait, c'est une complémentarité et que les deux ont leur propre force, j'ai commencé à sillonner dans le concept de la force de la femme, en fait, du féminin. Et la femme, elle a une capacité à, je crois, à alchimiser, à transmuter, à passer à créer des choses à partir de l'émotion. Je crois que une femme, c'est un être qui crée. L'homme aussi, mais elle crée particulièrement. Et en vrai, j'ai même pas envie de la définir. Je sais juste ce que n'est pas une femme. J'irais plutôt ça. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas au service de l'homme, chose que je l'avais dans mon concept. Pas de manière comme ça péjorative, hein, mais voilà, c'est induit quand même, tu vois, dans la culture, c'est quand même un peu induit. Une femme n'est pas forcément faible. Une femme n'est pas définie par des critères de beauté. Une femme n'est pas forcément une princesse. C'est quoi un homme? Un homme n'est pas forcément celui qui doit tout endosser. Un homme n'est pas forcément invincible. Ah oui, tu me dis c'est quoi? Moi, je te dis c'est ce que ce n'est pas, parce que tu vois. J'aime beaucoup cette approche. Parce que si je dis ce que c'est, tu sais ce qui va se passer? Ça va nous limiter tous. Ça va fermer toutes les portes. Moi, je te dis à partir de mon expérience, ce que n'est pas. Est-ce que je veux pas le définir et l'enfermer? Pourquoi? Parce que c'est pour pointer les préjugés, en fait. C'est pour pointer les préjugés qui nous restreignent, qui nous limitent. Donc, si on enlève n'est pas, alors on ouvre. Ouais, ça me fait penser, l'image qui me vient en tête, c'est de la sculpture. J'ai l'impression justement en disant n'est pas. Oula. Donc on est déjà arrivé à le 45 minutes. Ah ouais? Ouais. Je retire tout son d'alarme. Ça me fait penser à une sculpture, tu vois, ceci n'est pas un bloc de pierre. Ceci peut être tout ce que tu C'est ça. souhaites qu'il soit. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour ça, ça implique de retirer la matière pour lui donner Oui. la forme Ah que bah tu oui. souhaites. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche, ta méthodologie. Et je te propose d'aller au bout. Donc je te repose la question, qu'est-ce que c'est un homme? Alors, pour moi, un homme, je dirais ce que c'est un homme à travers ce qu'il n'est pas. Et c'est pas quelqu'un qui doit endosser le poids d'une responsabilité familiale nécessairement tout seul.
C'est pas quelqu'un qui doit être invincible. Un